Je m'appelle Pauline et je suis ravie de vous accueillir sur On s'en sort. On s'en sort, c'est le premier podcast qui parle d'addiction et de dépendance en toute transparence. Vous écouterez le témoignage de malades, de leur entourage ou de leurs soignants, ce qui vous permettra d'avoir une vision plus éclairée de l'addiction, de la dépendance. Vous l'aurez compris au titre du podcast, l'objectif est de vous donner de l'espoir et de la force, mais aussi de déculpabiliser toutes les personnes confrontées de près ou de loin à l'addiction. Ici, bienveillance et partage seront mot d'ordre. J'espère que chaque épisode vous aideront à mieux comprendre les mécanismes de cette maladie, qu'ils permettront aussi et surtout à d'autres malades de s'en sortir. C'est parti, bonne écoute. Pour ce premier épisode, je vais tout simplement vous parler de ma propre expérience. Vous apprendrez donc à me connaître et à comprendre d'où me vient l'envie de créer On s'en sort. Exceptionnellement, ce témoignage ne sera pas tourné au format interview, mais je vais tâcher de répondre à toutes les questions que j'ai préparées pour mes futurs invités. Bien entendu, il s'agit ici de mon ressenti personnel et il ne tient qu'à moi. Maintenant, place à l'épisode. Je m'appelle Pauline, j'ai 27 ans et je suis responsable commerciale dans une start-up. Je vis en Normandie et je suis en couple depuis presque 10 ans avec le papa de mon petit garçon qui a bientôt 5 mois. Alors pour moi, l'addiction, c'est une maladie, et c'est important de le noter en premier lieu. Une maladie très sournoise, qu'il est difficile de détecter tant quand on est touché soi-même que lorsqu'il s'agit d'un de nos proches. Je la vois un peu comme cette amie qui te tend une main malveillante lorsque toi tu es vulnérable. En soi, c'est un peu comme un pervers narcissique qui te fait croire qu'il te fait du bien, qui te met sur un piédestal avant de te remettre en pleine face toutes tes insécurités, tes doutes et ton manque de confiance en toi. Et un peu comme le pervers narcissique, l'addiction, elle te fait croire que sans elle, tu ne vaux plus grand-chose et c'est là que tu n'arrives plus à t'en séparer. Pour ma part, c'est mon papa qui a été touché par l'addiction depuis plus de 20 ans. C'est une dépendance à l'alcool qui s'est installée assez discrètement au début parce qu'elle se cachait derrière sa jeunesse, derrière l'apéro entre potes. Il faut savoir que mes parents se sont rencontrés très jeunes. Mon papa, lui, il avait 21 ans et ma maman 16 ans. Ils sont tombés amoureux et comme beaucoup de jeunes couples, ils ont fait preuve de beaucoup d'insouciance. Et au final, je suis née de cette insouciance. Ma mère est tombée enceinte à 16 ans. Alors je sais pas si mon arrivée surprise, un peu comme un boulet de canon dans leur vie, a joué un rôle dans la maladie de mon père, mais je pense que chaque événement dans une vie peut jouer un rôle dans l'addiction, alors un rôle positif ou un rôle négatif. Alors j'espère qu'à terme, mon rôle à moi sera positif évidemment. Mes parents sont restés ensemble quelques années, ils se sont mariés et j'ai eu une petite sœur. Puis ils se sont séparés dans des conditions familiales très particulières. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, ça a été difficile, alors comme beaucoup de séparations. Moi, à ce moment-là, j'avais 6 ans et ma petite sœur avait un petit peu plus d'1 an. Alors avec du recul, je crois que c'est à cette période qu'il a vraiment commencé à sombrer dans l'alcool, entre guillemets, même si il a vraiment sombré quelques années plus tard, mais il me semble que c'est à ce moment-là que le comportement à risque s'est installé. J'ai peu de souvenirs de cette période parce que j'étais très jeune, mais j'ai quelques bribes d'avant le divorce. Et notamment un souvenir où on rentrait à la maison avec ma mère et ma sœur en fin de journée. Et on trouvait l'appartement sombre, volets fermés ou quasi fermés. Et mon père qui était dans le fauteuil du salon devant la télé avec des bières vides autour de lui. Il me semble que c'était juste avant la séparation. Alors bien entendu, à cette époque-là, moi j'avais aucune représentation des dangers de l'alcool et aucun recul sur la situation, comme un adulte aurait pu l'avoir. Je pense que ça m'a marqué car je voyais mon père triste, mais ça n'allait pas plus loin. Au final, pour moi, l'alcool, c'était juste un truc à boire que les enfants ne pouvaient pas consommer, tout simplement. Après la séparation, mon père a
a refait sa vie rapidement et il a eu un bébé avec sa nouvelle compagne, puis un deuxième, donc j'ai eu 2 autres petites sœurs. Je me souviens que lorsqu'on passait le week-end chez lui, on avait régulièrement du monde à la maison, alors ils étaient super jeunes, hein, donc puis même la vie sociale, il n'y a pas d'âge pour ça, donc on y allait du vendredi au dimanche soir. Et à chaque repas, ou quasiment chaque repas, on avait soit des invités, ou alors on était invité quelque part. Donc mon père buvait à chacune de ces occasions, et autrement dit, tout le week-end. Et pendant les vacances scolaires, quand on y était, c'était pareil. Bon, encore une fois, là, on décèle pas forcément le problème dès le début parce que c'est très culturel hein, en France de boire l'apéro entre amis. On dit toujours allez, on va boire un verre, ça va nous détendre, on va décompresser, etc. Et vu que c'était le week-end et que j'étais très jeune, je pense que je me rendais pas compte à ce moment-là que ça pourrait devenir problématique. Il me semble que j'ai commencé à me dire qu'il avait une consommation d'alcool différente de celle des autres quand j'ai pris conscience que lui, il commençait systématiquement l'apéro avant que nos invités arrivent ou avant que nous, on se rende chez nos invités. Il nous demandait de lui servir son verre de Ricard. Je devais avoir 10-12 ans, je pense, quand je me suis rendu compte que finalement, il avait constamment un verre de Ricard en fait. Je me souviens aussi que lorsqu'il nous demandait de lui servir un verre, il m'arrivait régulièrement de me renverser un peu d'alcool, de Ricard ou de pastis sur les doigts. Et l'odeur, elle ne partait pas, même après s'être lavé les mains. Et aujourd'hui, l'odeur du Ricard, du pastis, je la supporte pas vraiment. Elle me ramène à cette période-là et ça m'a énormément marquée. Et puis il y a eu, quelques temps après, des grosses turbulences dans son couple. Lui, il fréquentait des gens qui buvaient beaucoup. Et le Ricard a rapidement été remplacé par le whisky. Je devais avoir 16 ans quand il s'est séparé de la mère de mes petites sœurs. À ce moment-là, il a fortement réduit ses consommations d'alcool, puis il a rencontré une nouvelle femme et il s'est remis à boire et s'est monté crescendo une nouvelle fois. Ma relation avec mon père pendant toutes ces années-là, elle a été un petit peu chaotique, il y a eu des hauts et des bas. Et au final, je me dis souvent que je le connais pas réellement. Je pense que l'addiction change la personnalité, ou en tout cas la masque. Et j'ai très peu ou pas de souvenirs de mon père avant tout ça, avant la maladie. Et ça fait que très peu de temps d'ailleurs que je le considère comme quelqu'un de malade. Pendant des années, j'ai été très très en colère contre lui, contre le fait qu'il, en tout cas en façade, j'avais l'impression qu'il prenait pas sa paternité assez au sérieux. Mais encore une fois, avec du recul, je me dis que l'alcool, et puis je pense qu'il y avait très certainement de la dépression aussi derrière, de la tristesse, des blessures, qui l'empêchaient d'être totalement lui-même. J'ai jamais remis en doute le fait que notre père nous aime, hein, moi, mes sœurs, etc. Je pense que l'amour de mon père a toujours été présent et toujours aussi fort, voire plus fort au fil des années. Mais en tout cas, il n'a pas vraiment investi son rôle de père tel qu'on pourrait l'imaginer. Par exemple, il n'est jamais venu à une rencontre parents-prof, à, à, à un spectacle d'école, à l'un de mes matchs de basket quand j'en faisais. Pareil, c'est jamais lui qui allait nous acheter nos cadeaux pour nos anniversaires ou Noël, c'était sa compagne qui le faisait à sa place. Je me souviens aussi que je me sentais pas forcément en sécurité ou écoutée si j'en avais besoin. Je pense que son addiction et sa dépression, au final, l'ont totalement privé de son rôle de père tel qu'il aurait aimé l'avoir, et nous, au final, nous ont privés de notre père pendant certaines périodes. C'est quelqu'un qui est très autoritaire. Il peut aussi être très cassant, mais alors présenté comme ça, on peut croire que c'est quelqu'un qui a un cœur de pierre alors que c'est tout le contraire. Mon papa, c'est quelqu'un de très sensible, émotif. Je l'ai vu pleurer de tristesse et de joie plein de fois dans ma vie.
C'est aussi quelqu'un de très charismatique et qui peut avoir beaucoup d'humour. Enfin, après, je dis ça, c'est parce que c'est mon père, mais quand il est dans une pièce, on le voit, quoi. Parce qu'il a plein de force derrière tout ça. Mais malheureusement, la maladie lui faisait faire des mauvais choix. Et au moment de sa séparation avec la mère de mes sœurs, il était très malheureux. Je l'ai soutenu autant que je pouvais, autant que je pouvais le faire du haut de mes 16 ans en tout cas. Et puis, quelques mois plus tard, il a replongé dans l'alcool encore plus fortement. Je me souviens que entre ces deux périodes, quand il y a eu un petit peu d'accalmie, on est partis en vacances tous les deux, en voyage. Et il buvait beaucoup moins. Je le sentais... je sais pas, je le sentais malheureux parce qu'il était triste de sa séparation, mais je le sentais mieux aussi. Je sais pas trop comment expliquer, mais en tout cas, c'est une période dont je garde des super souvenirs. C'est une période pendant laquelle on a tissé en tout cas une relation père-fille beaucoup plus solide. Et donc quand il a replongé, ça a été assez difficile pour moi parce que j'ai pas compris en fait. Et encore à ce moment-là, j'avais toujours pas conscience que l'addiction, l'addiction à l'alcool, c'est une maladie et qu'il avait besoin d'aide et besoin de soins en tout cas. Donc il a rencontré quelqu'un et à ce moment-là, il a vraiment repris des consommations d'alcool excessives et quotidiennes. On se rendait chez lui un week-end sur deux, le même week-end que mes deux autres petites sœurs, comme ça on pouvait se retrouver en famille. Et puis un week-end, on l'a pas vu quasiment, je me suis occupée de mes sœurs tout le week-end. Et alors j'étais vexée parce que je comprenais pas pourquoi il avait pas voulu passer la journée avec nous, pourquoi il était parti tout simplement, où il était, etc. Quand bien même, alors j'étais grande, j'avais 16 ans, donc j'ai pu m'occuper, j'ai pu me nourrir, m'occuper de mes sœurs, on n'était pas en danger à ce moment-là. Mais juste, je pense qu'on était toutes les quatre plutôt vexées qu'il soit pas là. Et il est rentré assez tard le samedi soir avec sa nouvelle copine. Il devait être plus de 22 heures. Et puis il était vraiment désagréable. Il me faisait que des remarques désobligeantes, etc. Et puis je lui ai tout simplement dit que j'allais me coucher et qu'on verrait le reste demain. Je pense qu'il n'a pas du tout aimé que je lui tienne tête devant sa copine. Et alcool faisant, il était plus de 22 heures, donc sachant qu'il commençait en général à consommer entre 10 heures et 11 heures le matin, il est rentré dans une colère noire. Il a été très violent dans ses propos, mais ça on avait un petit peu l'habitude. Mais là il est devenu violent physiquement, à me pousser, me serrer super fort les bras, me hurler dessus. Et dans ses yeux, je le reconnaissais pas à ce moment-là, j'ai eu vraiment très peur. Et le lendemain, on avait un repas de famille. Je me souviens que j'avais les yeux tellement gonflés parce que j'avais pleuré toute la nuit et que j'ai eu peur, j'étais vexée, j'étais triste, je comprenais pas. Enfin bon, c'est un exemple qui a été très marquant et surtout, ça a été, je crois, la première fois où j'ai vraiment coupé les ponts avec lui pendant plusieurs mois. Après cet épisode, au final, oui, au fil des années, des périodes sans contact et de réconciliation se sont succédées. Je me souviens notamment de mon diplôme de fin d'études. À cette période-là, on ne se côtoyait pas, on ne se parlait plus. Je crois qu'on n'a pas eu de contact pendant un peu plus d'1 an, voire deux. Et puis donc j'ai été diplômée et à ce moment-là je cherchais du travail et c'était très important pour moi d'avoir une situation professionnelle convenable et donc j'ai trouvé du travail et sans lui. Et du coup, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais quand j'ai su que j'avais trouvé un CDI dans une entreprise qui me plaisait carrément, un job qui avait l'air bien chouette, en tout cas ce que je recherchais. Et j'ai pleuré aussi de me dire, bah tu vois, papa, j'ai réussi sans toi, donc finalement, même si des fois t'as fait des erreurs, c'est pas grave, je m'en sors très bien.
jusqu'au jour où enfin j'ai compris qu'il était malade, qu'il fallait l'aider à prendre le chemin de la guérison. Alors ça s'est pas fait d'un coup d'un seul, il y a eu des régressions, en tout cas pour ma part, où la colère contre lui revenait, et puis au fil du temps, j'ai fait un travail sur moi, j'ai essayé de lire des choses sur l'addiction, d'écouter des témoignages, puis aujourd'hui j'en suis arrivée au point où je lui en veux pas du tout, plus du tout, où tout simplement je me dis que il est pas trop tard et que le temps qu'on a pu perdre à cause de tout ça, on peut le rattraper aujourd'hui, et c'est vraiment ce que je veux essayer de lui faire comprendre, c'est que maintenant, entre guillemets, et c'est un peu cliché de dire ça, mais place au bonheur, place aux belles choses, tout ce qu'il y avait de mauvais à vivre, je voudrais qu'il soit derrière nous, et que maintenant on tire le positif de cette expérience-là pour construire des relations familiales solides, saines et heureuses, tout simplement. Bien entendu, après tout ça, donc quand j'ai compris qu'il était malade, on essayait avec mes sœurs, justement, de lui faire comprendre qu'il allait mal et qu'il fallait essayer de se guérir, mais on se heurtait sans cesse à un mur. Il repoussait tous ceux qui essayaient de l'aider. Je crois que c'est le problème principal avec l'addiction, c'est que pour nous, l'entourage, c'est très difficile de trouver une bonne approche, les bons mots pour aider, et pour ça, on n'est pas forcément accompagné. J'ai moi-même fait beaucoup d'erreurs, je pense, et au final, à chacun de ces mauvais choix, cette période-là, je m'éloignais un peu plus de lui. Et je me dis avec du recul que c'est certainement ce qu'il cherchait aussi. Il voulait s'isoler, il le faisait inconsciemment, mais en tout cas, il s'éloignait de toutes les personnes qui essayaient de lui faire prendre conscience de son addiction, et que l'alcool avait une place bien trop importante dans sa vie et qu'il fallait essayer d'en venir à bout. Donc finalement, depuis ma naissance, ma relation avec mon père a connu plus de bas que de hauts, mais aujourd'hui ça va mieux, et j'ai envie que ça continue. L'année dernière, je suis tombée enceinte d'un petit garçon. Le jour où je suis venue lui annoncer que j'étais enceinte, il était assez mal en point, il était sous tout simplement. Je l'ai super mal vécu, alors très égoïstement encore une fois, je me suis dit il m'arrive l'événement le plus dingue, exceptionnel de ma vie, je viens lui annoncer et lui il est sous. Bon après j'ai essayé de reprendre le dessus aussi assez rapidement et de me dire écoute, souviens-toi, il est malade, et il a besoin d'aide, et tu peux pas lui en vouloir pour ça, il pourra se rattraper par la suite. Mais malgré l'alcool dans son sang, dans son cerveau, il en a pleuré de joie, il était super heureux. Et je pense que cette grossesse a fait bouger les lignes, dans sa tête, parce que j'ai remarqué qu'il était complètement différent après. Pendant toute la grossesse, justement, je l'ai trouvé de mieux en mieux. Il m'appelait de lui-même. Alors, dit comme ça paraît un peu anodin, mais mon père nous appelle jamais. Pour lui, c'est aux enfants de contacter leurs parents pour prendre des nouvelles. Et lui, pendant cette grossesse, il m'appelait, il prenait des nouvelles, savoir comment ça se passait, comment la grossesse avançait. Bon, sur les dernières semaines, il m'appelait plus pour prendre des nouvelles, il voulait tout simplement savoir si son petit-fils était né. Et c'était adorable de voir ça, et moi ça me faisait plaisir, même si ça me stressait un peu à ce moment-là. En janvier dernier, j'ai accouché de mon petit garçon. Il était ravi, heureux. À la maternité, quand il est venu, mon conjoint s'est retrouvé dans l'ascenseur avec lui, et il avait les yeux brillants de larmes. Et ça correspond tellement à sa personnalité que j'en doute pas une seule seconde. Même en arrivant dans la chambre, je le sentais pris de beaucoup d'émotions. Bon, à ce moment-là, il buvait encore, et je crois qu'il a voulu arrêter de boire sans aide à ce moment-là, et alors, des soignants nous en parleront beaucoup mieux dans les prochains épisodes, mais c'est très dangereux d'arrêter l'alcool tout d'un coup, sans accompagnement médical, parce que le corps ne suit pas. Et au final, juste après mon accouchement, le moment où il a touché le fond est arrivé.
Plus les semaines, les jours passaient, et pire c'était. Il a arrêté de se nourrir, il dormait très mal. Donc il a perdu énormément de poids. Il a perdu beaucoup de capacités physiques et psychiques, mentales. Enfin, c'était devenu compliqué d'avoir une conversation avec lui. On avait l'impression qu'il nous entendait pas ou qu'il nous écoutait pas, ou en tout cas qu'il n'arrivait pas à intellectualiser les conversations qu'on pouvait avoir avec lui. Et c'était assez horrible de voir jusqu'où on en était arrivé. À cette période-là, à titre personnel, je vivais quelque chose d'absolument dingue. Je venais de devenir maman. Donc avec toutes les joies, le stress, les angoisses que ça apporte, et en plus il y avait la santé de mon père qui était de plus en plus mauvaise. Je voyais en fait un drame se diriger droit sur nous, et j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas l'éviter parce que chaque jour il s'affaiblissait un petit peu plus. Donc avec sa compagne, mes grands-parents et la sœur de mon père, on a essayé de le faire prendre en charge. Ma sœur qui travaille dans le milieu médical aussi a essayé de l'aider comme elle a pu. Faut savoir qu'il a fait, il me semble, si je me trompe pas, 5 allers-retours aux urgences avant que l'hôpital veuille bien le prendre en charge. Alors il ne s'agit pas de taper sur qui que ce soit ou de catégoriser qui que ce soit, mais il faut dire qu'on s'est heurté à des soignants qui ont été très jugeants et parfois pas très respectueux face à mon père et à sa maladie. Ça tient très certainement au fait aussi qu'on était en pleine période de Covid et que malheureusement le milieu soignant manque de moyens en France. Et notamment aux urgences, ils courent partout, ils peuvent pas prendre le temps d'échanger avec les patients, et comme le nom de ce service l'indique, il s'agit d'urgence, donc il faut aller vite. Il a même reçu quand même des paroles très blessantes, comme vous comprenez bien monsieur que je ne peux pas accueillir à l'hôpital tous les alcoolos de la ville. C'est fou parce que mon père, qui est, alors passez-moi l'expression, qui est plutôt grande gueule habituellement, il bronchait pas, il ne répondait pas, il était complètement passif par rapport à tout ça, et pourtant il avait pris la décision de s'en sortir, il avait pris la décision qu'il voulait être aidé, qu'il voulait guérir, qu'il voulait être sevré, et on n'arrivait pas à le faire entendre, on n'arrivait pas à faire entendre non plus notre détresse. À chaque passage aux urgences, il rentrait chez lui et c'était pire. Il passait du coup ses journées à fumer, à boire. Il bougeait plus, il restait dans son canapé. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte que là, il était à 2 cm de la mort. Et enfin, on a trouvé un médecin qui a réussi à le faire hospitaliser. C'était en pleine période de confinement. Et à l'hôpital, il a eu plusieurs examens et on a découvert qu'il avait une infection. Et très certainement, son manque d'appétit, donc le fait qu'il ne se nourrissait plus du tout, était dû à cette infection. Et je me dis que si elle n'avait pas été là, si cette autre maladie, pathologie n'avait pas été là, il ne nous l'aurait jamais pris en charge, et peut-être qu'aujourd'hui il serait plus là. Donc il est resté entre 10 et 15 jours à l'hôpital, le temps de guérir cette infection et surtout de le sevrer. Et depuis qu'il est rentré à la maison, il n'a pas rebu une goutte d'alcool. Et je suis super fière de lui. Il ne s'agit pas de lui frotter la tête comme un petit garçon, lui dire c'est bien, continue comme ça, même si au final c'est ce qu'on veut lui dire. Je veux juste qu'on se rende compte à quel point c'est dingue. Imaginez-vous essayer de venir à bout d'une habitude, simplement une habitude dans votre vie, comme c'est dur quand on a notre train-train, et quand cette habitude devient une addiction, l'addiction, comme je l'ai dit dans la bande-annonce, ça atteint, c'est une addiction physique, une addiction psychique, une addiction qui ici durait depuis plus de 20 ans, et on ne le valorise pas assez. Je trouve ça fou qu'il ait réussi à prendre son courage à deux mains pour arrêter de boire, et ça
Je veux juste que ça continue, je veux juste le valoriser et il a pas... Et je veux aussi, alors ça tient pour mon père et à toutes les personnes qui ont vécu ça, souvent on veut rester anonyme, on n'a pas trop envie d'en parler, et moi j'ai juste envie de dire, mais l'addiction ça peut toucher n'importe qui. Et par contre, s'en sortir, ça c'est dingue. Il faut faire preuve d'énormément de courage et de force. Et j'ai juste envie de dire à toutes ces personnes qui sont dans cette situation-là, mais criez-le sur tous les toits que vous avez vécu l'enfer et que vous en êtes sortis. Et vous en êtes sortis à la sueur de votre front parce que vous avez réussi à trouver la force, le courage et surtout trouver la force et le courage de rester sobre. Faut savoir aussi que forcément l'addiction de mon père, cet alcoolisme a eu des répercussions sur ma propre vie, beaucoup d'ailleurs. Notamment, je ne supporte pas de voir l'effet de l'alcool sur les gens que j'aime, en particulier mon conjoint ou ma petite sœur. Je deviens plus qu'exécrable quand tout simplement, mon conjoint a le vin qui lui monte un petit peu à la tête. Alors il est jamais sous au point, mais lorsque je vois qu'il est plus dans son état normal, je sais pas, je contrôle pas du tout ma réaction. C'est comme si moi-même j'avais l'alcool mauvais alors que j'ai pas bu d'alcool. Je suis méchante, je lui fais des remarques et ça n'a aucun sens dans ces moments-là, mais c'est juste je pense, des angoisses qui restent au fond de moi. Lorsque moi-même je buvais le verre de trop, je passais ma journée du lendemain à culpabiliser, à me sentir comme une moins que rien. Après, je sais que n'importe qui, quand on a la gueule de bois, on se demande pourquoi on s'est infligé ça, mais moi j'avais aussi un écho dans ma tête qui me disait que je prenais des risques inutiles. Et au final, depuis ma grossesse, j'ai pas rebu une goutte d'alcool. Alors j'avais pas du tout de problème d'addiction avant, hein, mais je crois et je veux plus boire en fait, je veux plus toucher à l'alcool parce que je me dis que ce serait un risque inutile. Et puis surtout, j'arrive à passer des bonnes soirées entre amis, en famille, des bons moments sans boire de l'alcool, donc ce serait dommage de prendre un risque alors que il y a pas c'est pas l'alcool qui rendra un moment plus beau qu'un autre. Je voulais parler aussi de la paranoïa. Je suis très suspicieuse, par exemple, si j'ai l'impression que mon conjoint sent un petit peu l'alcool. Je me fais des nœuds au cerveau en me disant qu'il boit en cachette. Je suis voire trop vigilante à ce qu'aucun de mes proches tombe dans l'addiction. J'ai peur en fait que ça touche quelqu'un que j'aime une nouvelle fois et de me dire pourquoi je m'en suis pas rendu compte. Et ça m'arrive souvent de faire des crises de paranoïa à la maison, de chercher des bouteilles qui auraient pu être cachées. Enfin, ça n'a ni queue ni tête et pourtant c'est bien présent. Après, il y a aussi les dommages collatéraux de l'alcool, c'est-à-dire, comme je l'expliquais tout à l'heure, l'alcoolisme de mon père a entaché notre relation, son rapport à la paternité, et parfois l'a rendu complètement absent de notre vie, de notre éducation. Et souvent, quand je voyais en tout cas des papas s'occuper de leurs enfants, jouer avec eux, ou tout simplement leur faire prendre le bain, les coucher, les nourrir, je trouvais ça dingue. Et depuis que mon petit garçon est né et que je vois son papa s'en occuper autant que moi, des fois j'en ai les larmes aux yeux. Alors c'est un petit peu ridicule dit comme ça, mais bon, de toute façon en tant que jeune maman on est toujours un peu émotive. Mais c'est fou et je suis tellement, tellement heureuse et fière du parcours qu'il y a derrière tout ça. Et je suis tellement heureuse que mon fils puisse vivre une relation avec son père saine et pleine de bons moments, tout simplement. Je pense que je suis très protectrice envers lui, donc forcément en tant que maman, envers ma sœur,
qui a aujourd'hui 22 ans. Mais je me suis tellement investie du rôle de protectrice quand on était enfant que j'ai un peu de mal à m'en défaire et des fois je la vois encore comme une enfant. Alors elle me rappelle à l'ordre en me disant que c'est une adulte et qu'elle n'a pas besoin que j'essaye de la protéger à tout prix, mais bon, des fois c'est un petit peu... Je le contrôle pas forcément non plus, mais en tout cas je fais tous les efforts du monde pour qu'elle ait pas l'impression que je l'infantilise forcément, parce que aujourd'hui je suis super fière d'elle, de son parcours et de ce qu'elle devient. Et finalement, toute cette situation, toute notre enfance, il faut en tirer le positif. Et le positif, c'est qu'aujourd'hui, on est soudés plus que jamais. Je me vois pas vivre sans elle aux alentours. Alors j'essaie de moins la materner comme elle me l'a demandé, mais je continuerai de la protéger car c'est ma petite sœur. Mais aujourd'hui, j'ai totalement confiance en sa force de caractère pour réussir à traverser les moments difficiles. Parce que tout ça, ça lui a permis aussi de se construire un caractère à toute épreuve. Le sevrage de mon père ne fait que commencer, mais je suis présente, en tout cas autant que je peux, et je ferai tout pour continuer de l'être jusqu'à sa rémission. Alors j'avoue que pour ma part je parle de rémission parce que pour moi l'addiction c'est un combat de tous les jours, même 15 ans après un sevrage, même après 15 ans d'abstinence, je pense qu'il faut avoir en tête que ça peut recommencer et donc il faut toujours se battre contre ça. Alors je pense, et on en parlera avec des personnes qui ont vécu l'addiction, au fil des années ça s'estompe un petit peu, ou en tout cas c'est moins présent, mais dans chaque moment difficile, je veux que mon père sente qu'il est épaulé pour pas replonger. Il y a quelque chose que je pourrais dire à la Pauline que j'étais au moment où j'ai commencé à déceler l'addiction de mon père. Tout simplement, je me dirais oui, t'as raison, il y a quelque chose qui cloche et t'y es pour rien. Mais parle-en vraiment à ta mère, à tes grands-parents, demande de l'aide. Et si on te répond, mais non, t'inquiète pas, c'est normal, il boit juste un petit peu l'apéro avec ses amis pour décompresser, continue d'avertir les gens, déjà pour te protéger toi et tes sœurs, mais aussi pour le protéger lui et éviter qu'on en arrive à les extrémités qu'on a connues dernièrement. D'une même manière, j'aurais envie de dire à toutes les personnes dont un proche souffre d'addiction qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne doivent pas avoir honte. Alors là, ne pas avoir honte, ça tient à l'entourage mais aussi aux malades. Donc pas avoir honte de la situation dans laquelle leurs proches se trouvent, ni de leur sentiment d'impuissance, ni du besoin de s'éloigner de temps en temps de la personne qui est malade. Parce que l'addiction est une maladie qui se soigne que si le malade en a envie. Et donc pour nous, l'entourage, on peut se retrouver à assister au naufrage sans pouvoir rien faire. Et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, pour que les familles se sentent moins seules et que les malades aient des exemples de rémission, de guérison, qui leur donnera toute la force de se lancer vers le sevrage et vers l'abstinence. Aujourd'hui, j'ai absolument pas honte de mon père ni de sa maladie. C'est une personne qui m'inspire énormément, c'est aussi pour ça que j'ai créé le podcast. Et je puise aussi ma force dans toutes les failles de l'éducation que j'ai eue de sa part à cause de la maladie. Et encore une fois, il y a eu des moments où j'ai eu besoin de prendre du recul, où j'étais moins présente. Mais pour aider quelqu'un, il faut être armé, il faut être disponible. Et quand nous-mêmes ça va pas, on ne sera pas d'une grande aide. Donc il vaut mieux prendre un petit peu de recul, je pense, pendant quelques semaines, quelques mois, et puis revenir quand ça va mieux, et réussir à être un accompagnant solide et bienveillant. L'entourage, dans ces moments-là, souffre énormément face à l'addiction. Et nous aussi, on a besoin d'être écoutés, d'être accompagnés, consolés, rassurés. On n'a pas besoin d'être jugés, on n'a pas besoin
Quand on en parle autour de nous, on n'a pas besoin que les gens nous disent « Ah bah oui, il boit, oh là là », ou que notre proche soit jugé non plus. On a simplement besoin d'écoute et d'être rassuré, tout simplement. Et j'espère qu'au fil des épisodes, j'arriverai à ma petite échelle à faire changer le regard sur l'addiction. Le regard du grand public, le regard de l'entourage et aussi du milieu soignant. Le déclic pour moi de créer ce podcast, ça a vraiment été le parcours du combattant pour la prise en charge médicale de mon père, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec les allers-retours aux urgences. Faut savoir aussi qu'à partir du moment où il a décidé qu'il voulait s'en sortir, donc il fallait qu'il contacte un addictologue. Ensuite, il a eu un rendez-vous une semaine après. Ensuite, on lui a dit qu'il serait hospitalisé dans ce centre 10-15 jours après. Donc il peut se passer un mois. Mais en un mois, il peut se passer plein de choses. Le malade, il peut changer d'avis. Il peut aussi mourir. Et donc ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à travailler là-dessus. Et je voulais valoriser, et je valoriserai au fil des épisodes aussi les associations qui font un travail formidable auprès des personnes dépendantes pour les accompagner. On parlera aussi des patients experts. Enfin voilà, il y a plein de sujets très intéressants qui arriveront dans les prochains épisodes. Pour finir, mon mot de la fin, ce serait de vous dire soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres, et avec de la force et beaucoup de positivité, on s'en sort. C'est la fin de mon témoignage. J'en profite pour souhaiter un très bel anniversaire à mon papa qui fête aujourd'hui ses 49 ans. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux, à vos amis, votre famille ou vos collègues, et à me donner plein d'étoiles pour que le podcast se fasse connaître. Ça m'aidera beaucoup. Si vous avez des questions ou si tout simplement vous souhaitez témoigner, contactez-moi sur la page Facebook ou Instagram de On s'en sort ou sur contact.onsensort@gmail.com. Je vous retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. À très vite! Si vous avez besoin d'aide ou d'écoute ou d'informations, vous retrouverez l'ensemble des numéros verts à votre disposition dans la description de l'épisode.